autant de récits pendant l'information. La souffrance de ces victimes. Le seul endroit où elles avaient l'autorité, où elles avaient le droit de s'exprimer, c'était devant ces juges d'instruction. Et moi, j'ai eu de sérieux problèmes. Parce qu'à un moment donné, il y avait un transfert de traumatisme. Quand j'entends à la barre qu'il n'y a pas de victimes, que c'est des victimes fabriquées, que c'est des fausses victimes, ça m'écoeure, Monsieur le Président. Parce que j'ai vécu au quotidien avec ces victimes pendant les 10 dernières années. Je les ai assistées. Moi-même, j'ai eu un transfert de traumatisme. C'est-à-dire que toute la souffrance que j'entendais au cabinet d'instruction, je l'ai intégrée, de sorte qu'il a fallu l'aide d'une psychologue venue de la France pour que je puisse remonter la pente. Je n'en pouvais plus. Tellement que les récits sont glaçants. Qu'on vienne à cette barre pour vous dire il y a des fausses victimes, c'est des victimes inventées. C'est assez difficile. Mais Monsieur le Président, c'est aussi la vie. On n'y peut rien. Alors, dans le cadre de l'information, Monsieur le Président, je vais aller plus vite. Il y a eu l'inculpation de C.C. Raphaël Haba le 14 mai 2010, suivi d'Alpha Amadou Baldé, de Marcel Guilavogui, ainsi de suite, tout le monde, jusqu'au dernier. Je ne vais pas revenir sur ça. Et la politique de l'information en 2017. Malheureusement, 2 inculpés ont bénéficié d'un non-lieu. Il s'agit du capitaine Bienvenu Lama, mais pour le capitaine Bienvenu Lama, Monsieur le Président, il est dans l'antichambre de ce procès, parce qu'il est poursuivi aujourd'hui. C'est une fierté pour nous de le dire. Il est dans l'antichambre de ce procès. Il aurait dû venir ici, mais un autre procès sera organisé pour lui. Parce qu'il est hors de question, Monsieur le Président, que de tels actes soient commis par ce monsieur et qu'il s'en sorte. Lui, il est dans l'antichambre. Mais pour l'autre, il a bénéficié d'un non-lieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de charge nouvelle. Et, Monsieur le Président, je voudrais aussi dire un petit mot sur l'information. Pendant toutes ces années, à cette barre, partout dans les réunions, dans les conférences, on parle de l'insuffisance de l'information. C'est vrai. Ils sont 11 ici. Mais, Monsieur le Président, ceux qui ont commis ces faits, il y a au moins une centaine. Parce que pour violer 109 femmes ou plus, 130, 100 et quelques femmes, il faut des dizaines de personnes. Et ce sont les responsables les plus élevés. Mais et les exécutants? Pourquoi ces personnes-là n'ont pas été inculpées? La raison, elle est simple. Premièrement, il y avait un manque de volonté politique. On ne va pas revenir sur ça. Deuxièmement, il y avait le manque de moyens au niveau des juges. Nous savons, quand nous venions accompagner les victimes pour leur audition, parfois il n'y avait même pas de papier, ni d'encre. Ils n'avaient pas les moyens. Troisièmement, il y a un manque de coopération avec les services de police, de gendarmerie et de l'armée. Pour convoquer, par exemple, un militaire, il faut passer par le procureur général qui va adresser la convocation au ministère de la Défense et les services qui sont chargés de ça doivent répondre avant que l'intéressé ne comparaisse. Et l'exemple le plus illustratif, c'est le cas de Claude Pivy. Combien de convocations ont été envoyées au colonel Claude Pivy? Plusieurs fois. Et lorsqu'il a daigné comparaître, Monsieur le Président, figurez-vous bien, il est venu avec 3 pick-up remplis de bérets rouges dans l'enceinte de ce tribunal. Parce qu'il était encore chargé de la sécurité présidentielle. Il est venu ici. On était ici. Et quand il est venu, tout le monde s'est écarté. 3 pick-up de bérets rouges. Et la singularité aussi, c'est quoi? Parmi ces bérets rouges, il y avait des gens qui avaient des coris. Et ils ressemblent bien à ceux qui ont perpétré les massacres. Si cette information avait eu la bonne collaboration, ceux qui étaient venus avec Claude Pivy ici auraient dû être arrêtés sur le champ. Parce qu'on aurait pu les poursuivre. Parce que c'est eux qui sont la garde rapprochée de Claude Pivy. Ils sont venus, ils l'ont accompagné. Moi, je loue le courage des juges qui ont travaillé dans ce dossier. Avec peu de moyens, mais avec une détermination, avec toute la souffrance et les menaces. Donc, Monsieur le Président, je ne justifie pas le fait qu'il y a eu l'insuffisance de l'information, mais je dis quand même qu'on doit être quand même mesuré dans la critique. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. On vous a rappelé depuis 2017, l'instruction est clôturée. Mais à quelle date cette audience a eu lieu? C'était qu'en 2022. En 2022, 5 ans après. Pourquoi? Alors, Monsieur le Président,
Nous allons venir aux infractions qui ont été commises au stade, selon l'ordonnance de renvoi. Je ne vais pas les citer, je vais juste les citer, je ne vais pas... Je sais que vous connaissez parfaitement les dispositions légales, donc inutile de citer. Il y a le meurtre, l'assassinat, viol et violence sexuelle, attentat à la pudeur, séquestration, torture et complicité, coups et blessures volontaires et complicité, pillage, incendie volontaire, vol à main armée et complicité, non-assistance de personnes en danger. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà les infractions qui ont été retenues au moment avec l'ordonnance de renvoi, qui peuvent même confondre les accusés qui sont là. Mais nous souscrivons à la démarche du parquet pour solliciter la réqualification. C'est indispensable dans ce procès. Alors, la nécessité de réqualifier, ça a été largement débattu ici. Mes confrères ont brillamment répondu aux arguments de la défense, que je vais rappeler. Les explications juridiques, il y a la ratification des statuts par la Guinée, des statuts de Rome par la Guinée. Applicabilité donc de ce texte qui est indiscutable. Le statut prévoit la définition des infractions, les éléments constitutifs et les peines applicables. Donc ce n'est pas un traité d'ordre général. Ce n'est pas un statut d'ordre général, c'est un statut d'ordre particulier qui a toutes les composantes d'une loi applicable. Donc, dès lors que la Guinée a ratifié ce statut, il est applicable. Je ne vais pas m'étendre dessus. Les arguments de la défense, brièvement. Autorité de la chose jugée. Monsieur le Président, c'est une véritable hérésie judiciaire. Je le dis, juridique et judiciaire. Comment peut-on prendre l'ordonnance de renvoi comme une décision définitive? Ce n'est pas une décision de condamnation. Autrement, Monsieur le Président, on n'avait pas à organiser ce procès. Moi, j'ai entendu des arguments assez étonnants. Quand on dit que parce que la Cour suprême a rejeté le pourvoi sur la réqualification, que c'était acquis et que c'était la chose jugée, mais c'est grave. L'ordonnance de renvoi est à titre indicatif. Il indique au juge, voilà les éléments voilà les personnes qui sont renvoyées, voilà les charges qui sont retenues, voilà les éléments en possession du juge d'instruction. Examinez là-bas. Mais l'examen, c'est ici. Si vous estimez que l'ordonnance de renvoi comporte des éléments, des charges importantes, vous condamnez les gens. Mais si vous pensez que toutes les charges qui ont été retenues, d'autres charges n'ont pas été apportées à la barre, mais vous relaxez. Depuis quand une ordonnance de renvoi peut lier un juge? C'est du jamais vu. Donc cet argument est tiré des cheveux. J'ai parlé de l'arrêt de la Cour suprême. Je m'en tiens à ça. Alors, puisque la réqualification est acquise, en tout cas nous l'espérons, et sera ordonnée, au moment de votre délibération, nous souhaitons que les crimes contre l'humanité soient retenus contre les accusés. Et à ce propos, le statut de Rome, pour l'appréciation des infractions, il y a la gravité des faits. Puisque nous sommes maintenant dans le crime contre l'humanité, le nombre élevé de victimes, le mode opératoire, ça, ce sont des éléments déterminants. Si la gravité des faits est un élément, il faut aussi qu'il y ait un nombre élevé de victimes. Et ensuite, le mode opératoire. Parce qu'il faut que, dans ces éléments constitutifs, il faut que les crimes-là soient commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. L'attaque. Si nous nous replongeons dans l'attaque du 28 septembre, Monsieur le Président, la définition est donnée dans le statut de Rome. C'est la référence de l'attaque. C'est un comportement qui consiste à la commission d'actes de violence. Le terme attaque englobe également des mauvais traitements infligés aux civils. Les actes qui auront été commis doivent l'être dans un périmètre bien défini. Monsieur le Président, le caractère systématique, on ne va pas s'étendre. La jurisprudence du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie a identifié des facteurs indicatifs d'une attaque généralisée ou systématique qui comprend les conséquences de l'attaque sur la population qui a été visée. Donc on s'attache sur les conséquences.
sur le nombre de victimes, comme je l'ai dit tantôt, la nature des actes, la possible participation d'officiels ou d'autorités et les modes opératoires identifiables dans la commission du crime. Alors, si nous transposons ça sur les faits du 28 septembre, qu'est-ce que nous avons? Les manifestants qui étaient au stade du 28 septembre ont été frappés par des matraques, des crosses de fusil, donc toutes sortes d'armes. Les femmes ont été violées. Donc, il y a un nombre élevé de victimes. Le mode opératoire, je l'ai décrit. Quand il y a une synchronisation entre ceux qui sont chargés, ceux qui sont en train de commettre les exactions, chacun porte assistance à l'autre. Toi, tu t'occupes d'ici, moi je suis là, l'autre de l'autre côté, Monsieur le Président. Chacun, il constitue un ensemble, mais de façon singulière, chacun accomplit une tâche bien spécifique. Je vous ai expliqué tantôt. Lance de gaz lacrymogène, attaque par les bérets rouges, fermeture des portes. Voilà, Monsieur le Président, il ne fait l'homme d'aucun doute que ce critère-là est retenu. Généralisé, ça également, la définition est donnée. Le terme généralisé se réfère au caractère étendu ou à la grande échelle de l'attaque, qui est principalement reflétée par le nombre de victimes. Je l'ai dit. Les événements du 28 septembre ont eu pour conséquence, au moins, je dis bien au moins, c'est la Commission internationale d'enquête, au moins 157 morts, 107 femmes violées et plus de 100 disparus. Donc, Monsieur le Président, il y a attaque généralisée. Comment cela se détermine? C'est le fait de venir tirer sur tout ce qui bouge, sans discernement. Et de façon répétitive. Il ne s'agit pas de cas isolés. Il ne s'agit pas de venir rencontrer un civil à Kindia, l'abattre et ensuite un autre à Zérekoré, ainsi de suite. Mais c'est dans un seul endroit, dans un laps de temps, dans une synchronisation millimétrée. Cela s'est produit au stade d'ici. Donc l'attaque est généralisée. On n'a épargné personne. Il y avait des femmes, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait même des adolescents. On n'a épargné personne. Quand on tire dans le tas, Monsieur le Président, est-ce qu'on épargne quelqu'un? Non. Donc c'était généralisé. Maintenant, systématique. Monsieur le Président, comme je l'ai dit encore, c'est la répétition non accidentelle des comportements criminels similaires. C'est le caractère acharné de l'attaque lancée simultanément. Monsieur le Président, la population civile, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire, nous n'étions pas dans un conflit armé, donc les personnes qui ont été attaquées au stade, c'était des civils, ils n'avaient aucune arme. Même ceux qui avaient des branches à la rentrée du stade ont été priés de laisser les branches là à la porte d'entrée, pour ne pas que cela soit confondu par un fusil au moment de leur interpellation. Personne n'était armé, à part les banderoles. Même les banderoles avaient presque disparu. Aucun couteau, aucune arme. Donc il n'y avait aucune possibilité de confondre un quelconque civil à une personne hostile. Il n'y avait aucune hostilité. Les gens dansaient, ils chantaient. Ils étaient enthousiastes. Cette attaque était barbare, Monsieur le Président. La connaissance de l'attaque, ça c'est l'élément moral. Connaissance de l'attaque. Ça, c'est important. La coordination des forces de l'ordre présentes au stade, tel que décrit précédemment, démontre l'assistance et le soutien apporté par chaque groupe à l'autre, dans un contexte physique où toutes les personnes sur place auraient été au cours de l'attaque. Ce qui est important, Monsieur le Président, c'est que cette attaque n'est pas fortuite. Pour avoir une telle synchronisation, il aura fallu que les gens s'entendent sur le mode opératoire. C'est ce qui justifie l'efficacité de la manœuvre. Il ne s'agit pas d'individus qui sont retrouvés au stade et qui chacun, dans un élan criminel, a décidé d'agir. Ils se sont tous concertés. Ils ont établi un plan. Ils ont défini, ils ont réparti chaque rôle à chacun. C'est ça, Monsieur le Président, la connaissance de l'attaque. Cette synchronisation avait été prévue de longue date. Voilà, Monsieur le Président, le dernier élément pour que les crimes contre l'humanité soient reconnus. L'élément central. Monsieur le Président, dans ce cadre, le statut de Rome parle de crimes spécifiques. Est-ce que nous sommes dans le cadre des crimes spécifiques ici? Effectivement. Parce qu'il y a eu des assassinats, il y a eu des viols, il y a eu l'esclavage sexuel,
Il y a eu des violences sexuelles, torture et autres actes dégradants, disparitions forcées, etc. Monsieur le Président, il ne fait l'ombre d'aucun doute que nous sommes dans le cadre des crimes contre l'humanité, comme je l'ai démontré plus tôt. Maintenant, des crimes ont été commis. On sait tous que c'est la garde présidentielle du côté des Bérérous qui a agi. On sait également que les miliciens étaient au camp. En dernier lieu, nous savons que les éléments du colonel Tchéboro étaient là-bas. Maintenant, comment définir la responsabilité de chacun? Et c'est là qui est plus important encore. Parce que pour ce qui est des crimes, je pense que même quelqu'un de mauvaise foi ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de crime. Il y a eu des crimes. C'est indéniable. Maintenant, ces crimes-là, qui est le responsable? C'est ce que je vais essayer de démontrer, Monsieur le Président, à travers le deuxième point, la responsabilité individuelle des accusés. C'est un moment important. Parce que depuis le début de ce procès, je n'ai pas donné d'ordre. On ne m'a pas vu tirer. On ne m'a pas vu donner des instructions. Chacun, se couvrant, refuse sa responsabilité. Monsieur le Président, les faits sont têtus. Alors, Monsieur le Président, pour déterminer cette responsabilité, nous allons partir sur la responsabilité indirecte ou du commandement. Parce qu'on est responsable de ces faits personnels pour avoir agi, mais aussi on peut l'être quand on est commandant d'éléments. Si les éléments qui sont sous le commandement d'une personne agissent, même sans ordre, mais s'ils savaient qu'ils auraient pu agir et qu'ils n'ont rien fait, il peut être tenu pour responsable. Ça, c'est important de le dire. On va commencer par le président de la transition de l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que j'estime que c'est lui, on doit commencer par lui, parce qu'il était le président. Il avait tous les leviers du pouvoir, contrairement à ce qu'il nous a dit ici. Monsieur le Président, pour déterminer sa responsabilité, nous allons examiner plusieurs points. D'abord, en amont des infractions, il y a eu beaucoup de choses. Sa volonté de conserver le pouvoir est l'élément déclencheur de cette contestation du peuple de Guinée. C'est l'élément déclencheur. N'eût été sa volonté manifeste de confisquer le pouvoir contre l'avis général du peuple, ces événements ne se seraient jamais produits. Peut-être qu'on serait là en train de faire autre chose, mais plutôt que de juger cette affaire. C'est clair. Alors, il y a les discours publics, je ne vais pas revenir sur ça. La réunion au camp, en prélude à la manifestation du 28 septembre. Ça, c'est important. Cette réunion a eu lieu. Personne ne l'a admis ici. Mais vous savez, Monsieur le Président, le crime n'est jamais parfait. C'est à travers un appel qu'on peut démontrer que cette réunion a eu lieu. Il s'agit de l'appel du président Dadis, quand le président Dadis a appelé M. Sidia Touré, à 1h du matin. Monsieur le Président, leurs échanges n'ont pas été cordiaux. Il a menacé, si vous sortez, vous verrez, Monsieur le Président, quand un président de la République s'adresse à un homme politique de son rang pour le menacer publiquement, pour le menacer au bout du fil, Monsieur le Président, cela présage des lendemains sombres. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'audio de la RFI, Monsieur le Président, comment nous avons obtenu cette information? C'est parce que le colonel Tchéboro, en voulant être au four et au moulin, a discuté avec le président Sidia. Il dit au président Sidia, qu'est-ce que le président vous a dit? Le président vous a dit hier. Il ne vous a pas appelé, il dit oui. Il dit c'était à 1h du matin. Il dit non, ce n'était pas à 1h du matin, j'étais là. Cela confirme sa présence. Donc cette réunion a eu lieu. Ça, c'était une réunion en prélude à ce qui allait se faire. L'ambiguïté du président Dadis, comme je l'ai dit, de se maintenir au pouvoir. Si je veux, je ne suis pas né militaire. Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. Et Monsieur le Président, en amont de sa prise du pouvoir, quand il a pris le pouvoir, comment il a séduit les Guinéens? C'est à travers son discours. On a eu confiance en lui. Parce qu'on a estimé
que son discours était rassembleur, que son discours était celui d'un homme d'État. Il a promis beaucoup de choses. Au début, on a constaté des changements. Mais, Monsieur le Président, il y a les oiseaux de mauvaise augure qui se promènent dans les palais. Il y a les rats de palais qui sont immortels, tellement que ces rats ont duré à la présidence. Petit à petit, on lui a dit qu'il fallait absolument conserver le pouvoir et il est tombé dans le panneau. Malheureusement, c'est ce qui nous a conduit ici. Il y a son interview à la Télé Sud, le voyage à l'Abbé, je ne reviens pas sur ça, ça a été suffisamment expliqué ici. Quand un président de la République prend tout son camp, des blindés, des avions de combat, se rend à près de 300 à 400 km de Conakry pour aller défier ses détracteurs. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur le Président? Il a dit. Mais le passage du cortège du président Dadis, c'était inédit. Des centaines de véhicules, appuyés par des hélicoptères. Les avions de combat ont survolé le stade de l'Abbé pendant qu'il faisait son discours. C'était pour impressionner, pour dire attention, parce qu'il savait qu'une manifestation était projetée. C'était une démonstration de force pour dire à ses détracteurs, comme il le disait, comme il aimait le rappeler, si vous me défiez, je déchaînerai les enfers. C'est ce qui s'est produit. Il est revenu de l'Abbé. La suite, nous la connaissons. Le deuxième élément, Monsieur le Président, qui détermine sa culpabilité dans cette affaire, son implication directe dans cette affaire, c'est le recrutement et l'entretien des milices à Kaléa. Ça, c'est un élément central. Monsieur le Président, ce qui est étonnant, c'est que cette milice a été constituée que de ses proches. Je regrette de le dire, mais c'est malheureux. Il est normal, Monsieur le Président, pour un tout chef d'État de vouloir conserver son pouvoir, mais le choix doit être national. Le choix ne doit pas être seulement pour certains et l'exclusion des autres. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit. 8000 hommes ont été recrutés. M. Soumaoro vous a dit ici, l'une des recrues de Kaléa, il y avait plusieurs bataillons. Il y avait Bravo, ainsi de suite. Mais ils ont présélectionné certains à qui on a donné tous les moyens. Ils étaient mieux logés. Ils étaient plus considérés que les autres recrues. Parce qu'il fallait les conditionner. Il fallait formater leur esprit pour dire ce pouvoir, c'est pour nous. Il faut vaille que vaille qu'on le conserve. Même au prix d'innombrables victimes, il fallait conserver le pouvoir. Vous savez, Monsieur le Président, l'être humain est faible. Quand un discours est tenu par un homme politique d'une éloquence inégalée, les hommes tombent sous son charme. C'est ce qui s'est produit. Nous avons vu des grands meurtriers. Mussolini, il haranguait la foule. Adolf Hitler, qui haranguait des foules. Monsieur le Président, ils ont formaté l'esprit de ces recrues. Et ils ont été préparés à la conservation du pouvoir. Voilà, Monsieur le Président. Soumaoro l'a dit, il était parmi ces recrues. Et pour entretenir ces recrues, Monsieur le Président, ce n'est pas n'importe qui s'est chargé de leur entretien. Il s'agit de Gono Sangare, l'intendant particulier du président. Parce qu'il faut donner les fonds à celui qui va les utiliser selon la volonté du chef. Il ne fallait pas sous-traiter ça. C'est Gono Sangare qui s'en est occupé. Aujourd'hui, il est en cavale. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces recrues-là avaient été mobilisés justement pour une cause très, très obscure. Et ils l'ont accompli, malheureusement. Monsieur le Président, ces recrues également étaient supervisées par le colonel Blaise Gomo. Merci du regard pour cette phrase.
mais je la maintiens. Ces recrues étaient supervisées par le colonel Blaise Gomou. Cela a été dit ici, tout le monde le sait. Il a déposé des documents ici, faisant état de sa nomination aux services spéciaux. Mais Monsieur le Président, que valent ces documents face à un témoignage concret de quelqu'un qui était là-bas? Il vivait avec ses recrues. Il a dit, le jour des événements, c'est le colonel Blaise Gomou qui est venu lire la liste de ceux qui avaient été recrutés. Parce que parmi aussi, ceux qui avaient été retenus, il fallait aussi peut-être choisir les plus bruts. Ceux qui pouvaient agir sans réfléchir. Parce que, Monsieur le Président, pour violer une femme à ciel ouvert, retourner chez soi, aller voir ses enfants, manger et dormir, il faut que ce soit quelqu'un qui soit impitoyable. Donc, il fallait choisir spécialement des individus capables d'une telle barbarie qu'on n'allait pas regretter de les avoir choisis. Ils ont été choisis et envoyés au camp. Je reviendrai aussi sur ce point. Monsieur le Président, ces miliciens-là ont été envoyés au camp par Joseph Makambo pour infiltrer, au stade, pardon, pour infiltrer la foule. Ces recrues-là qui avaient été choisis ont été infiltrés au stade. Monsieur le Président, voilà quelque chose qui me taraude l'esprit, qui me choque. Quand on a rebaptisé le camp Koundara, camp Makambo, Monsieur le Président, ce camp a une histoire sinistre dans les événements du 28 septembre. Et l'un des artisans de ces massacres, c'est justement Joseph Makambo. Monsieur le Président, à chaque fois que les victimes passent devant ce camp, se rappellent des tortures qu'elles ont subies par la faute, entre autres, de Joseph Makambo, et que ce lieu soit baptisé Joseph Makambo, c'est une insulte à leur mémoire. Monsieur le Président, c'est inadmissible. Il a tué des gens. C'est lui qui a envoyé les infiltrés au stade, qui ont causé d'énormes massacres. Le capitaine Toumba l'a dit, Monsieur le Président, comment peut-on donner le nom de ce camp à ce monsieur? J'aurais souhaité qu'il soit en vie, honnêtement, pour qu'il réponde de ses actes ici. Ces recrues ont causé des souffrances inimaginables. Monsieur le Président, ils ont éventré des gens. Comment ce camp peut-il porter son nom? J'espère que l'histoire effacera son nom sur ce camp. Parce que Joseph Makambo ne mérite pas d'être honoré. Ce sont les victimes qu'il faut honorer, Monsieur le Président. C'est révoltant. Monsieur le Président, le troisième élément qui participe à la culpabilité du capitaine Dadis, c'est l'envoi des bérets rouges au stade pour réprimer la manifestation. Il était le commandant du régiment et moi je suis très à l'aise. Parce que tous les décrets qu'on lisait à la télévision nationale, s'il n'y avait pas commandant en chef des forces armées, je pense que le capitaine refuserait de signer. Il aimait se vanter de ce mot. Je suis le commandant en force des forces armées. Et c'est normal. Il est le chef de l'État. Mais il doit en assumer les conséquences. C'était lui le chef du régiment. Il n'y a aucune contestation possible. Toute l'armée relevait de lui. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, l'armée est le corps le plus organisé. L'armée est le corps le plus organisé. De sorte que, quand un militaire tire dans un endroit, ce tir doit faire l'objet d'un rapport. Obligatoirement. Donc, l'organisation de l'armée fait qu'il était impossible qu'il ne soit pas au courant que ces militaires-là étaient au stade. Ça, c'est clair et net. Alors, Monsieur le Président, le capitaine Dadis, le président capitaine Dadis, a donné des ordres explicites. Il a dit, allez mater les manifestants au stade, car le pouvoir est à terre. Commandant Toumba est le témoin vivant de cette déclaration. Il a réitéré ici.
lors de la confrontation, il a confronté le président Dadis ici. C'est clair. Monsieur le Président, nous savons tous que c'est la garde présidentielle qui allait perpétrer ce massacre du côté des Bérets Rouges. Ce n'est pas l'armée régulière, c'est la garde présidentielle et les miliciens. Moi, j'ai du respect pour notre armée. Elle vient de loin. Elle a fait ses preuves dans la sous-région. C'est une armée dont on doit être fier, même si en son sein, elle a été pervertie par des pratiques néfastes. Mais dans l'ensemble, nous avons des soldats vaillants. Monsieur le Président, quand un président de la République, le chauffeur du président de la République se retrouve au stade, participe au massacre, il tente de tirer sur un leader, son chauffeur, Sankaran Kaba, c'était l'un des chauffeurs du président Dadis. Quand son chargé d'opération, Makambo, se retrouve au camp, à la tête d'une centaine de recrues, d'une centaine de miliciens, comment peut-on expliquer, comment peut-on prétendre que le président Dadis n'était pas au courant de cette opération? Le bon sens saute aux yeux. Il a donné des ordres explicites, allez les mater, le pouvoir est à terre. Est-ce qu'on peut être plus explicite que ça? Il y a un autre élément. Le commandant Toumba, en 2010, dans une interview de la RFI, il dit que c'est le président Dadis qui m'a dit d'aller au stade. Il y a le chauffeur, il y a le chargé d'opération, il y a son aide de camp et à son bébé hollandais, Marcel. Plus sa garde rapprochée, parce que la garde rapprochée est directement sous l'autorité du président. Monsieur le Président, cela est étonnant. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le Président, il était impossible que le président Dadis ne soit pas informé des tortures perpétrées dans les camps militaires. C'était impossible. Parce que, contrairement à ce qu'il vous a fait croire ici, il y a des services de renseignement, la gendarmerie, il y a les services de renseignement de l'armée. Monsieur le Président, on ne peut pas conduire des civils au camp sans que le président ne soit informé. C'est impossible. Et d'ailleurs, il craignait des poursuites contre lui, donc il faisait attention. Donc les services de renseignement étaient sur le qui-vive. Donc, Monsieur le Président, il était informé que des civils avaient été amenés au camp et avaient été torturés, notamment par les services spéciaux et l'équipe de Claude Pivier. Et l'exemple le plus frappant, Monsieur le Président, vous avez entendu une partie civile ici. Elle a été entendue ici, à la barre, où elle vous a dit, on nous a raflé au stade, on nous a molestés, on nous a battus, on nous a envoyés au camp. Et quand on est arrivé à la présidence ou dans les environs, ils nous ont dit de descendre. Il y avait une haie de bérets rouges des services spéciaux. Ils ont dit aux officiers qui étaient à l'étage, voilà les ennemis du président Dadis. Monsieur le Président, il était là-bas. Il a dit les voir, mais il n'a rien fait. Il suffisait d'un claquement de doigts du président Dadis pour dire « relâchez-les ». Ils étaient tout de suite relâchés. Il n'a rien fait. Il était au courant des tortures qui étaient exécutées dans les différents camps, que ce soit au camp Alpha Yaya, que ce soit au camp Makambo. Mais, Monsieur le Président, qui commande ces camps? Ce sont des éléments qui ont été nommés par le président Dadis. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Donc, il ne pouvait pas ignorer ça. Ensuite, Monsieur le Président, il y a les représailles exercées contre les quartiers dits de l'opposition, l'Axe. Monsieur le Président, pendant des semaines, des exactions ont été commises. Monsieur le Président Dadis ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des exactions sur l'Axe. Parce que peut-être si on pouvait dire que l'attaque au stade l'a peut-être surpris, admettons, même si ce n'est pas plausible, mais pendant des jours, avec tous les services de renseignement qu'il a, c'est impossible. Ensuite, le refus de mettre fin à ces exactions. Il n'a entrepris aucune action directe. Aucune action n'a été entreprise. Monsieur le Président, c'est lui qui a
à sa disposition l'armée guinéenne, qui est composée de milliers d'hommes, si on lui rapporte que dans des quartiers, des exactions sont commises par des bérets rouges, mais monsieur le président, il peut même requérir toute l'armée. Il peut même envoyer un char. Il a le pouvoir. Envoyer des hélicoptères, même des avions de chasse, de combat. Il aurait pu le faire. Mais tout cela a participé à un plan très simple. Il a laissé faire. Et quand on laisse faire, on est aussi responsable indirectement. Monsieur le Président, le quatrième élément, c'est le refus de mettre aux arrêts les auteurs des massacres. Personne n'a été arrêté. Si Monsieur le Président Dadis voulait aider la population ou n'était pas au courant de ce massacre, n'a pas participé, n'a pas planifié, qu'est-ce qui l'empêchait de faire arrêter les membres de sa garde présidentielle? Parce que les membres de la garde présidentielle, ce n'est pas des personnes qui sont loin de lui. C'est la garde prétorienne. Ils sont au palais, ils sont au camp en l'occurrence. Et le jour même des événements, il était censé savoir qu'une colonne a quitté le camp. Parce qu'au camp, il y a plusieurs checkpoints. Et quand une colonne comme ça, de plusieurs véhicules, traverse tout le camp pour sortir, armée jusqu'aux dents, Monsieur le Président, il ne pouvait pas ignorer ça. Parce qu'on allait rapporter qu'effectivement, il y avait des militaires qui sont sortis pour faire ces actes ignobles. Monsieur le Président, un autre élément. Comme l'a dit M. Toumba, le commandant Toumba ici, les armes ont été chargées. Quelques jours avant, ces armes ont servi où? Au stade. C'est indéniable. Et quand la question a été posée par le commandant Toumba sur recommandation du général Konaté, quand ils ont voulu s'interposer, on lui a dit non, les armes là, c'est sur ordre du président. Pour les armes, et pour l'installation des recrues, c'est sur ordre du président. Deux ordres qui ont conduit à ce drame, Monsieur le Président. Enfin, c'est la récompense accordée aux auteurs des massacres. D'abord, il ordonne le massacre, il est planifié, il ne prend aucune disposition pour protéger les civils, et au-dessus du tout, cerise sur le gâteau, il les récompense. Monsieur le Président, vous savez comment? C'est très simple. Il y a eu un décret de relèvement de grade pour tous les militaires. Et ce décret aurait dû être pris en décembre, à l'anniversaire de la prise du pouvoir. Mais ils l'ont anticipé. Ça a été pris le 2 novembre 2009 par le président, sans exception. Même ceux qui ont participé aux tueries. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela renvoie? C'est des félicitations à ceux qui ont commis ces massacres. Comment un chef d'État qui est censé préserver la vie des citoyens dont il a la charge peut d'abord occasionner que des gens soient tués et que par la suite, il récompense les tueurs. Beaucoup de personnes ont acquis des grades. C'est vérifiable. Le décret du 2 novembre. Il a anticipé parce qu'il était content. Il était fier de ses hommes. Cette fierté s'est traduite par l'élèvement en grade de ces criminels. Par conséquent, Monsieur le Président, ça ne fait l'homme d'aucun doute. Mais avant de conclure sur le capitaine Dadis, un élément important. Il s'agit de la tentative d'évasion. Ça, c'est important. Elle est du 2 novembre 2023. Monsieur le Président, après l'ouverture de ce procès, vous savez, l'histoire rattrape, hein, pendant des années. Il a émis le souhait de venir en Guinée pour se rendre à la justice, pour accepter de se faire juger, même s'il n'avait pas le choix. Ça, c'est un autre débat. Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de ses responsabilités. Il a organisé sa propre évasion en complicité avec Claude Pivy, le colonel Blaise Gomou et le colonel Thiebourou.
un commando lourdement armé a attaqué la maison centrale, a réussi à les exfiltrer. Monsieur le Président, quelqu'un qui ne se reproche de rien, pourquoi il va fuir? Le commandant Toumba est là. CC est là. Vous n'avez pas la parole. CC est là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. CC est là. Vous vous asseyez. CC est là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Voilà, vous vous calmez. Hein. Et ceux qui s'agitent dans la salle, calmez-vous. Hein. Voilà. Vous le laissez parler, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Quand il dit des choses qu'il ne doit pas dire, le tribunal l'arrêtera. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour le moment, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Comme je disais tantôt, le président Dadis, en complicité avec Claude Pivy, le fugitif, colonel Tcheboro et le colonel Blaise Gomou, ont organisé leur propre évasion. Nous avons vu dans les images comment ce commando lourdement armé a pu pénétrer la maison centrale et les exfiltrer. Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de sa responsabilité dans cette affaire. Il y a plusieurs qualificatifs que j'aurais pu employer, mais je me réserve, parce que je ne veux pas de prétexte pour le trouble de l'audience. Les arguments avancés par la défense. On a été forcé de quitter la maison centrale. Mais Monsieur le Président, nous ne sommes pas... C'est quand même étonnant. Il y a 11 accusés. Pourquoi c'est les 4 qui ont fui? Commandant Toumba, Marcel, CC Raphaël Haba, Dr Diaby, Paul Mansa, ils sont tous là. Kalonzo, colonel Kalonzo, ils sont tous restés. Pourquoi ce sont les 4? Monsieur le Président, ils se sont rendus compte que leur plan avait foiré et les 3 sont retournés en prison. Ils ont été arrêtés et remenés en prison. Je le dirai. Alors, Monsieur le Président, donc, tous ces faits démontrent que le président Dadis est le planificateur des massacres du 28 septembre. Tous ces éléments le démontrent aisément qu'il a commis des crimes contre l'humanité par la responsabilité de la chaîne de commandement. Parce que ceux qui ont agi étaient directement sous son commandement. Monsieur le Président, je sais que de l'autre côté, on se prépare à contre-attaquer. Mais les arguments du genre « je n'étais pas le commandant du régiment, je n'ai donné aucun ordre », tous ces arguments sont devenus obsolètes. Il va falloir que vous trouviez d'autres arguments. Donc, pour le capitaine Moussa Dadis Camara, je pense que je vais m'arrêter là et sa culpabilité ne fait l'ombre d'aucun doute pour des crimes contre l'humanité. Je vais passer maintenant au colonel Moussa Tcheboro Camara, l'un des planificateurs de ce massacre. Monsieur le Président, à la barre, lors de la confrontation, j'ai retenu une de ses phrases. Elle est très importante. C'est quelqu'un qui note beaucoup. C'est un vrai procédurier. J'ai compris quand la liste nous a été fournie par ses avocats. Je savais que c'était sa plume. Il écrit bien. Donc, il sait exactement ce qu'il faut faire et à quel moment. Il a participé à tout. Dans la conception, dans la planification, dans la réalisation et dans la dissimulation des preuves. Tout. C'est ce que je vais m'aventurer à démontrer. Il a dit une phrase que j'ai notée. Il dit que parmi les partis civils, au nombre de 105, 67 partis civils parlent de lui. Mais Monsieur le Président, c'est inédit. Est-ce qu'il est le seul accusé ici? 67 personnes sur celles qui sont passées à la barre ont parlé du colonel Tcheboro. Il était partout et nulle part.
Au début, le matin, la veille d'abord, il était au camp. 6 heures du matin, il était au stade. Le soir, pour tirer les leçons, il était là-bas. Monsieur le Président, pour sa participation, sur la réunion tenue, je pense que j'en ai parlé, il était aux côtés du président Dadis. Il a dit à RFI. Il ne savait pas, il était enregistré. Il ne savait pas peut-être, ou je ne sais pas si c'est le destin qu'il a fait dire. Il dit quand le président Dadis vous appelait, j'étais là. Il a participé à cette réunion. Ensuite, on va parler des altercations avec les leaders. Monsieur le Président, plusieurs partis civils, je ne vais pas les citer, j'avais prévu de lire plusieurs PV. Mais je ne pense pas que ce soit utile, honnêtement. Je vais lire quelques-unes quand même. Monsieur le Président, très tôt le matin, il a rencontré les leaders, il a tout fait pour les bloquer à la Fondis. Il a échoué. Et à ce niveau, il a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Ça a été dit ici. Et Mme Oumou Bari a été très explicite. Elle a réitéré au cours de la confrontation. Les éléments de colonel Thieboro, à 8 heures, ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles, ont tué une personne. C'est sans équivoque. Deuxième point, l'ordre d'attaquer les manifestants. Et là, on va citer plusieurs personnes. Parce que les déclarations sont concordantes et émanent de différentes parties civiles qui étaient à différents endroits. Et c'est ça aussi la complexité de cette affaire. Je l'avais dit tantôt, chacun a son 28 septembre. Parce que plusieurs faits se sont déroulés dans un espace de temps, à des endroits différents. Monsieur le Président, on va commencer par Mokhtar Ba, le correspondant de RFI. Il a utilisé le mot chargé. Ça n'a pas plu au colonel. Mais puisque Mokhtar Ba n'était pas là pour se faire plaire, il a dit ce qu'il avait à dire. Il dit, chargé, c'est ce qui a conduit à la dispersion de la foule suite à l'attaque des manifestants par les éléments de colonel Thieboro. Qu'est-ce que Talat Garang dit? Colonel Thieboro dit, si vous ne quittez pas ici, on va vous massacrer. Arrêtez vos leaders. Voilà un autre élément. La même personne a tenu des propos de menace. Parce que, Monsieur le Président, parce qu'il savait, ce que les manifestants ignoraient, lui il le savait. Il savait que quelque chose de très grave allait arriver. Il a voulu les prévenir. Mais malheureusement pour nous et pour lui, la méthode employée n'était pas efficace. Parce qu'il aurait fallu, s'il voulait que ce drame-là soit évité, il est l'un des amis du président Dadis. Il suffisait juste de dire à ce président Dadis, puisque vous voulez confisquer le pouvoir, abandonner cette idéologie ou changer de méthode. Le report de cette manifestation aurait permis d'éviter ce drame. Mais il n'a pas agi. Il est allé en tant que ministre, et de surcroît, n'étant pas chargé du maintien d'ordre. Il a fait tout ce qui est possible de faire dans le cadre du maintien d'ordre. Tout. Ces éléments étaient armés et participaient à la chasse des manifestants. Ensuite, Monsieur le Président, une autre victime, Amadou Diallo de la BBC. Voici ce qu'il déclare, non seulement dans son procès verbal, à la barre ici, mais également au cours de la confrontation. Voilà ce qu'il dit. Après le geste de Thieboro, il a fait un geste et après les gendarmes ont attaqué. Et Monsieur le Président, voici le geste qu'il a fait. Il a haussé la tête à gauche ou à droite. C'est un signal. Il a donné le signal à ses agents d'attaquer la foule. C'est ce qui fut fait. Si dans cette attaque, des gens sont tués, qui doit-on rendre responsable, sinon que le colonel Thieboro et ceux qui ont tiré? C'est indéniable.
Après, il y a Abdoulaye Ba. Oui, je confirme que toutes les agressions de Dalein se faisaient devant le colonel Thiebro. Il poursuit. Oui, je confirme, quand quelqu'un l'a appelé, il a dit à Ba que c'est fini pour Dalein. Monsieur le Président, les agressions qui se faisaient contre les leaders, mais le colonel Thiebro était là. Vous savez, son attitude pour sauver les leaders, prête à équivoque. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas en profondeur dans cette affaire, va dire effectivement il a sauvé les leaders. Parce que c'est lui qui a pris ces leaders-là, les a envoyés à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui a précédé ça? Qu'est-ce qui a motivé? Parce que ce n'est pas le dernier geste qui compte. Mais c'est tout ce qui avait été fait avant qu'on en arrive là, que j'ai expliqué. Est-ce que ce n'est pas la crainte? D'abord, parce que plusieurs personnes l'ont identifié. Et ce n'est pas pour se trouver un alibi. Moi, je suis convaincu que c'est pour trouver un alibi. Parce qu'ils savaient pertinemment que si les leaders là mouraient, peut-être qu'ils auraient perdu le pouvoir. Ce n'est pas dans un esprit de bonté ou de pure charité chrétienne, Monsieur le Président. C'est dans un esprit de survie. Parce qu'il a besoin de survivre dans ce régime. D'abord, prouver au président Dadis qu'il est l'un des maillons forts de son régime pour avoir bravé les manifestants, pour avoir tout mis en œuvre pour que personne, pour empêcher la manifestation. Il a mouillé le maillot, en quelque sorte, dans une équipe de football. En tant que ministre, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Monsieur le Président, on va continuer. Lamine Camara, Abdoulaye Diallo, parlant de... Quand il a embarqué Dalein et compagnie dans sa voiture, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reçu un appel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, pour Dalein, c'est fini. Oui, c'était fini. Parce qu'il avait les côtes brisées. C'est miraculeux, Dalein. C'est miraculeux. C'est comme un chat. C'est miraculeux. Monsieur le Président, il continue. Il a également, sur les plaintes de M. Baouri, disant, s'il vous plaît, faites attention, c'est une personnalité qui est couchée ici. Ne le frappez pas. Il dit, si tu répètes ça, je vais lire textuellement ce qu'il a dit, je te loge une balle dans la tête. Qu'est-ce qui peut être plus explicite que ça? Monsieur le Président, tu es en train de sauver des gens. L'une des victimes te dit, faites attention, ne le faites pas bouger par là, parce qu'il a les côtes cassées. Tu dis, si tu répètes ça, je te loge une balle dans la tête. Est-ce qu'il les a sauvés de son gré? Non, je l'ai dit tantôt. Lamine Camara, qu'est-ce que Lamine Camara dit? Le colonel Thiebro a dit, si vous ne quittez pas ici, ça va mal passer. Je vais poursuivre. Ils sont des centaines. Si on dit qu'on va lire ou rapporter tous les propos contre le colonel Thiebro, Monsieur le Président, je pourrais plaider ici pendant une semaine. C'est impossible. Tellement qu'il y a des personnes qui ont entendu des propos du colonel Thiebro. Mamadi Mansari, Abdourahman Ba, dans la boutique de Yidad disait Mamadi Mansari ici, au cours de la confrontation, un enfant et un quinquagénaire tué, un béret rouge et un blessé devant le colonel Thiebro. Il vous a dit ici n'avoir jamais vu quelqu'un tué au stade. Quelle crédibilité donner après tout ça au colonel Thiebro? Monsieur le Président, si la responsabilité alors maintenant, ça c'est sa responsabilité directe, pour avoir agi directement lui-même, pour avoir donné des instructions fermes, attaquer, charger, saccager, ça c'est sa responsabilité directe. Maintenant la responsabilité de la chaîne de commandement. Monsieur le Président, les actes commis par ces agents, Abdoulaye Ba continue, ce sont les éléments de Thiebro, je dis textuellement, et lui-même qui ont agressé Dalein au stade. Ça, c'est indéniable. Des arrestations, parce que ça aussi c'est important. Ces agents armés n'avaient aucun rôle de maintien d'ordre. Il l'a dit ici. Mais ils ont joué, ils ont participé à toutes les étapes du maintien d'ordre ce jour-là. Ils ont agressé,
Ils ont violenté, ils ont tué, ils ont arrêté des gens qu'ils ont conduits dans leurs locaux, au camp. Monsieur le Président, voilà des scènes qui font froid au dos. Monsieur le Président, des civils conduits au camp. Vous avez écouté Abdul Hamid Diallo ici. Il vous a narré, il vous a expliqué dans quelles circonstances il a été conduit au camp. Puisque lui, on l'a assimilé à un journaliste, on l'a mis de côté. Mais ses compagnons d'infortune, une vingtaine, ont été bastonnés devant lui, déshabillés nus, pour se faire enregistrer devant ses OPJ. Quel service peut faire ça? Après avoir prêté serment de protéger les civils, d'agir conformément à la loi en tant qu'OPJ, quand vous venez dans un service où il y a un OPJ, il vous offre à vous asseoir, il vous respecte, il vous met à l'aise avant de vous interroger. Mais les agents qui étaient en train de recenser les victimes sur le colonel Thiebourou appelaient les victimes une à une, déshabillées, nues. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas que des jeunes. Entre jeunes, la nudité n'a aucun sens. Mais quand il y a des vieux, des imams, des pères de famille, avec des adolescents de 15 ans, 16 ans, restés dans la même pièce pendant des jours durant, nus, cela s'est produit dans les services du colonel Thiebourou. Alpha Ahmad Baldé l'a dit. Lui, il a été torturé en personne. En personne, Monsieur le Président. Il vous l'a dit ici. Dans les mêmes locaux. Il vous a décrit comment ils ont été débarqués du camion qui les a conduits chez le colonel Thiebourou. Comment ils ont été accueillis. Avec des matraques. Une haie constituée de bérets rouges. Une rangée. L'autre rangée constituée des éléments de Thiebourou, de colonel Thiebourou, autant pour moi. Ils étaient... On les donnait des coups de pied, des gifles. Arrivés dans la salle, ils étaient nus. Il vous l'a dit, Monsieur le Président. Est-ce que, en toute honnêteté, connaissant l'esprit, connaissant les capacités du colonel Thiebourou dans les enquêtes, son intelligence, est-ce qu'il était possible, honnêtement, humainement possible, que ces gens-là soient torturés dans ces locaux pendant des jours et que lui, il n'en soit pas informé? Ne serait-ce que de passage, il peut entendre les cris. Deuxièmement, Monsieur le Président, dans les services, quand des personnes sont enregistrées, sont arrêtées ou entendues, mais à qui on rend compte? Il y a des comptes rendus. C'est impossible qu'on ne lui ait pas fait le compte rendu. Et si on lui a fait le compte rendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, Monsieur le Président. Parce que ces personnes-là ont été, notamment Alpha Ahmad Baldé et les autres, ont été libérés par les soins de l'intervention de leur connaissance. Il n'a rien fait. Est-ce que ces tortures-là ne sont pas des tortures-là exécutées par ces agents, en présence d'ailleurs du colonel Blaise Gomou? Lui, il était présent. On nous l'a rapporté, Monsieur le Président. Et c'est lui qui a pris certaines de ces victimes pour les envoyer au PM3. Nous avons l'information. Vous savez, Monsieur le Président, dans cette affaire, même pendant qu'on est en train de plaider ici, les gens appellent pour dire « Attention, j'ai tel élément ». Certains n'y croyaient pas. Ou alors n'ont pas estimé que tel ou tel élément était important dans ce procès. C'est comme ça que les gens parlent. Ils vous donnent des détails. Ils ont des détails sur le colonel Blaise Gomou. Ils l'ont reconnu, il était là. Ces comptes rendus-là auraient dû permettre au colonel Thiebourou d'agir et de faire libérer ces gens. Il ne l'a pas fait. Il est autant responsable que ces agents dans cette affaire. Monsieur le Président, il y a également le conteneur du colonel Thiebourou. Il a fait l'objet de beaucoup de discussions ici. Beaucoup de discussions. Beaucoup de personnes ont indiqué la présence de ce conteneur là-bas. Vous avez écouté M. Kali et Ebert Tcherno Suleiman Baldé en décembre. Presque un mois après les faits, mais toujours dans le même sillage, ils ont expliqué comment, à la faveur d'une grève de la faim, le colonel Thiebourou lui-même il est venu pour les interpeller et les obliger à manger. Mais, Monsieur le Président, comment on peut obliger quelqu'un à manger? C'est un moyen d'expression, comme une manifestation. Au lieu d'aller dans la rue, jeter des pierres, aller casser, vandaliser des boutiques, ils ont choisi le moyen le plus simple pour dénoncer les tueries qui continuaient sur l'axe. Ils ont décidé
de faire la grève de la faim. Ça, ce n'était pas du goût du colonel. Parce qu'encore une fois, c'est comme le bouclier du CNDD. C'est le bouclier du CNDD. Partout où le CNDD est en difficulté, c'est le colonel Tchéboro qui se présente. Est-ce qu'il était le seul ministre? Le ministre de la Sécurité était où? Le ministre de la Défense. Mais c'est lui qui a un service qui n'est composé que de 200 hommes ou 300. Le ministre de la Sécurité, il a combien d'agents? Mais c'est le président, honorable assesseur. Mais c'est lui qui est toujours présent. C'est parce que c'est lui qui avait le plus intérêt à ce que le CNDD demeure au pouvoir. Raison pour laquelle il était prêt à tout. Monsieur le Président, là également, il y a son évasion. Ça, c'est incontestable. Mais je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai parlé. Alors, Monsieur le Président, il est important de parler d'un aspect qui me semble pertinent. C'est la personnalité, parce qu'il est permis d'en parler. Tant que ça ne heurte pas son honneur et sa dignité. Vous me permettrez, Monsieur le Président, d'en dire quelques mots sur la personnalité du colonel Tchéboro. Vous savez, Monsieur le Président, il vous a dit à la barre, quand il est arrivé pour canaliser les manifestants, il a été applaudi. Oui, c'est vrai, puisque en réalité, les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Ce que les gens observent et retiennent, c'est ce qui se fait et ce qui est vu à la télé. Il a toujours été dit, le colonel Tchéboro fait des arrestations par-ci, il fait des arrestations par-là, il arrête des narcotrafiquants, les grands bandits, etc. Et Monsieur le Président, quand on s'intéresse de près à ces activités, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. De sorte que, quand on vous dit qu'il a fait telle ou telle chose au 28 septembre, personne ne doit être étonné. Monsieur le Président, je vais prendre quelques exemples. Il y a des gens dans des procédures, des arrestations pour narcotrafiquants. Mais Monsieur le Président, toutes ces procédures-là, contrairement à ce qu'il vous a dit, quand les dossiers-là sont transmis à la justice, on trouve que c'est des dossiers qui sont vides. Donc tout l'acharnement médiatique qu'il en fait, c'est des dossiers vides. Et puis les gens bénéficient de non-lieux. Je ne vais pas citer les noms, pour ne pas porter atteinte à leur odeur. Il y a aussi de la récupération que le colonel Tchéboro faisait. Quand il y a une arrestation à Koya, faite par des services déterminés, lui, il a la presse, il s'embarque, il vient filmer ça et il met ça à son compte. Voilà comment, tous les jours, on voyait le colonel Tchéboro à la télé. On pensait que ce sont des efforts. Mais, Monsieur le Président, en réalité, tout ça, ce n'était que de l'enfumage. Il n'y avait rien de concret. Quand un OPJ de son rang, 80% des procédures déférées aboutissent à des non-lieux, je pense qu'il faut éviter de venir dire ici qu'on est le meilleur flic du pays. Je m'arrête là sur la personnalité. Monsieur le Président, je sais qu'à la défense également du colonel Tchéboro, on vous parlera. Continuez. Parlant de la défense du colonel Tchéboro, Monsieur le Président, je sais qu'ils vous entretiendront sur des aspects précis. Je voudrais anticiper donner des réponses avant qu'ils ne viennent ici. Ils vous parleront des prétendues contradictions entre les partis civils. Ils vont s'attarder sur des mots: charger, saccager, attaquer. Si vous rentrez au stade, vous le regretterez. Ils essaieront de vous dire que c'est des contradictions. Mais, Monsieur le Président, je vous dis tout simplement que ces expressions ont été tenues à différents endroits et à différents moments. Ce n'est pas comme ici dans cette salle où tout ce que je dis est entendu. C'est dans un lieu, d'abord à la Fondis, il a tenu des propos à la Fondis, sur l'esplanade du stade, à la pharmacie Manizé, ainsi de suite, à l'intérieur du stade. Donc, on ne peut pas parler de contradiction, parce que je les vois venir. Monsieur le Président, il dira qu'il est un sauveur. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier.
Pour nous, le colonel Thiebro n'a sauvé personne. Le fait d'embarquer les leaders blessés à l'hôpital n'était qu'un réflexe de survie du régime qui malheureusement est tombé de toutes les façons parce qu'il n'avait aucune base viable et solide, malheureusement pour eux. Merci, Monsieur le Président, sur cette question. Je vais parler de Claude Pivy, le fugitif. Voilà un expert en pillage. Tous les pillages des 10 dernières années qui sont orchestrés sur l'axe sont l'œuvre du colonel Claude Pivy et de ses éléments. Monsieur le Président, vous savez, au sein du CNDD, il y a des particularités. Le colonel Thiebro, c'est l'homme à tout faire. Le colonel Claude Pivy, j'ai une expression que j'avais envie d'employer, mais je vais la changer. Je l'avais écrite ici. C'est un expert en pillage, je l'ai dit. Cela procède du fait que, Monsieur le Président, au-delà de sa casquette d'élément central du pouvoir du président Dadis, son objectif fondamental était de conserver à tout prix le pouvoir comme le colonel Thiebro. Et à ce titre, Monsieur le Président, il a participé activement à la commission des infractions au stade. On va prendre quelques éléments, je ne vais pas m'attarder parce qu'il n'est pas là. Parce que le fait qu'il ne soit pas là est un argument supplémentaire qui plaide pour sa culpabilité. D'abord,